Voilà, en l'occurrence, c'est un choix qui est fait dans la totale unité avec la voix de l'Église, donc c'est un choix non, mais c'est joyeux, déjà très bien. mais qui devient un choix difficile parce que probablement mal éclairé. Approfondir ce choix. C'est comme dans la vie de couple, on se jette à l'eau avec le oui du sacrement de mariage, mais ensuite on sait très bien que ce n'est pas tout. Et que la vie de couple, ça s'apprend, le mariage, ça s'apprend, il y a des écoles de couple d'ailleurs, et dans ce domaine-là, il est très important d'entrer dans une vraie connaissance, et une connaissance qui soit une connaissance intérieure, une connaissance intime de ce que cela représente vraiment. Parce que le problème, c'est pas tant d'avoir des enfants, c'est le vécu des choses. Et c'est toujours au niveau du vécu que s'articule finalement un autre choix qui va être c'est difficile et donc je fais un autre choix. Et pour moi, ce qui me paraît important, c'est de rentrer dans cette connaissance intime, importante et qui est très très intense pour donner un sens aux choses. Et à partir de ce sens, on peut faire des vrais choix et conforter le choix initial. Alors, parmi les difficultés justement qui étaient pointées par ces témoignages de familles chrétiennes, il y avait cette difficulté de la spontanéité de l'union dans le couple. C'est-à-dire qu'effectivement, ça engage toute une relation à l'autre, à son écoute, alors que précisément le monde prône la spontanéité et peut-être le manque d'écoute de l'autre dans l'union conjugale. Hélène. La spontanéité, c'est vrai qu'on dit avec les méthodes naturelles, il y a certaines périodes où on peut, d'autres où on peut pas. Mais il y a au moins des périodes où on peut vivre une spontanéité dans les unions conjugales. Ça, il faut aussi le rappeler. Et puis, je crois qu'il y a une espèce de mythe de la spontanéité au niveau de la sexualité, parce que quand on interroge les couples, c'est pas si spontané que ça. Enfin, en tout cas, la femme a besoin de se préparer intérieurement, et c'est pas vous voyez, il y a quand même. Et je crois que quand on a fait sien les motivations profondes dans le choix des méthodes naturelles, c'est quelque chose qui n'est plus un problème. Ça fait partie du vécu. On n'est plus enfin, des fois, c'est vrai que même au bout de 20 ans de vécu de méthode naturelle, on peut se dire, oh là là, il y en a marre. On peut se dire ça, je crois qu'il faut rester très humble. Et on n'est jamais arrivé. On est en chemin de conversion, on est en chemin de sainteté, parce que c'est ça que nous propose l'Église. Elle est dans son rôle quand elle nous le propose, en fait. Il y en a marre parfois, Hélène. Quelles sont les qualités, quelles sont finalement les grandes vertus que ces méthodes naturelles impliquent dans sa vie d'homme et de femme au quotidien? Oui. Je pense que justement, au niveau de la spontanéité, je pense que l'idée justement pour l'homme et la femme, le propre, c'est aussi cette idée de rendez-vous. Vous voyez, je pense que c'est très important pour la femme de pouvoir se dire j'ai rendez-vous, je vais prendre rendez-vous en connaissant son cycle. Vous voyez, cette côté de délicatesse, on revient, si vous voulez, justement aux bases de la communication et du dialogue dans le couple. Je pense que c'est une des premières, un effet très bénéfique des méthodes naturelles. Ce que je voudrais dire justement par rapport à cet article dans Famille chrétienne, c'est que je pense quand même qu'à l'heure actuelle, on a assez de méthodes naturelles, de différentes méthodes naturelles. Et que je pense que quand même il y a un choix, et que si une méthode naturelle ne convient pas à tel couple, eh bien on peut lui proposer autre chose. Il y a quand même un panel que n'avaient pas nos arrière-grands-parents actuellement. Donc, vous me dites, je pense qu'il y a une certaine recherche, il faut une certaine volonté, vous voyez, de la part du couple, à la base, de se dire, si l'Église me demande de pratiquer une méthode naturelle, eh ben, je vais faire un petit peu une recherche, je vais essayer d'analyser, je vais essayer de trouver ce qui nous convient le mieux. Voyez, et cela c'est très positif au niveau du couple, parce que c'est à deux que l'on pratique une méthode naturelle, c'est à deux qu'on la vit, donc c'est en même temps on l'a choisi, et cela demande effectivement de fait, de nouveau, je répète parce que je pense que c'est important, cette idée de communication au sein du couple, et en même temps après une certaine volonté de partir dans ce beau chemin des méthodes naturelles. Jean-Paul Pérez. Par rapport à la spontanéité, je dirais qu'il y en a qui sont dans un couple, il y en a toujours qui sont plus spontanés que d'autres. Hein. C'est-à-dire que on sait très bien que l'homme et la femme ne sont pas tout le temps au même niveau. Et on tente à faire de cette spontanéité un absolu quelque part, alors que dans la réalité c'est pas vrai. Et là on est en train de parler de schéma culturel finalement, mais qui imprègne ces couples. Complètement, parce que
derrière la spontanéité, ce qui est mis en avant, il y a une confusion entre la liberté et le libre arbitre. Et on met le libre arbitre premier, finalement, et à partir de là, tout le reste doit découler, pardon, mais ce n'est pas la réalité. Quand on regarde, il y a des études qui ont été faites. C'est qu'en fait, on ordonne finalement la pulsion au désir, complètement, au lieu de l'inféoder à la liberté. Oui, on peut dire ça comme ça, de manière savante. Non, mais j'essaye au contraire d'être... Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que les couples qui vivaient ce qu'on appelle les méthodes naturelles, j'aime pas bien ce terme, mais qui vivaient ainsi, en tout cas, n'avaient pas moins de relations sexuelles que ceux qui étaient sous contraception. Et parfois, la qualité des relations sexuelles est souvent estimée, mais ça c'est éprouvé, estimée comme étant plus intense et plus, meilleure en temps, si on peut donner une échelle dans ce domaine-là, que d'autres qui étaient sous contraception. Parce que précisément, il y a cette idée de désir profond qui peut s'exprimer. Marie l'a très bien dit, il y a cette histoire de rendez-vous. Et quand on prend un rendez-vous, on se met dans un sentiment d'attente et de désir renforcé finalement pour l'autre, parce que l'on sait que l'on a rendez-vous avec lui. Et ce n'est plus une rencontre qui est spontanée, c'est une rencontre qui est préparée. Et à mon avis, le terme le plus adéquat, je dirais, c'est une rencontre préparée. Stéphanie ? Oui. Vous avez entendu un petit peu comment finalement on peut voir le verre à moitié plein en parlant de cette rencontre, de cette préparation qui parlerait, j'allais dire, à ce qu'il y a de plus humain, de plus peut-être de la dimension aussi la plus divine de chacun d'entre nous. Moi, on peut revenir en creux sur les témoignages que vous nous avez proposés dans cet article. J'en lis un là, un jeune papa qui s'appelle Antoine et qui dit on cherchait l'épanouissement sexuel et on traverse un vrai désert dans la vie conjugale. Qu'est-ce qui peut faire que sur cette route de la régulation des naisses, une embûche fasse qu'on en arrive là, quoi? Que les couples, finalement... Ce que j'évoquais au début, c'est la précipitation des naissances rapprochées, le fait que les couples n'y avaient pas réellement pensé, en fait. Donc ils sont un petit peu la tête dans le guidon, on va dire, et ont du mal à se projeter, ont des angoisses pour la suite. Donc évidemment, c'est une période qui est pas facile, mais je crois que la clé de tout, et ça c'est le professeur Rouge qui l'a très bien exprimé, c'est la maîtrise de soi et là encore, comme dans beaucoup de choses, c'est un apprentissage. Et c'est aussi avec le temps. Alors c'est évidemment plus difficile quand on est dans une période de stress, où on est débordé, fatigué, où on a l'impression que tout nous échappe et de ne plus rien maîtriser. Mais fondamentalement, c'est ça en fait. C'est dans la qualité du don de soi, dans la maîtrise de soi, que ces couples peuvent se retrouver, s'apaiser et s'épanouir et puis poursuivre durablement dans cette voie. Oui, le professeur Michel Rouge qui est intervenu en effet dans votre dossier, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, il est fondateur de l'Institut de la famille et il rappelle en effet qu'il s'agit là de la voie du don de soi. On a Angèle qui nous appelle, ou Angela de Paris. Bonjour Angela. Oui, bonjour. Je voudrais dire que on n'a pas besoin d'un discours d'église pour proposer les méthodes naturelles. Oui. C'est vrai que c'est en parfait accord avec ce que nous croyons, mais les gens nous taxent trop souvent quand on parle de ces méthodes. Oui. C'est un truc d'église, ça ne marche pas. Or, ce sont des méthodes qui ont été éprouvées par des multiples études scientifiques, et si c'était seulement un discours d'église, les Chinois, le gouvernement chinois, n'aurait jamais invité les docteurs Billings en 1995 à fonder, à instituer des centres d'enseignement de cette méthode naturelle partout en Chine. Et on a des statistiques maintenant qui proviennent des études chinoises elles-mêmes, qui montrent que là, en Chine, où la méthode Billings est enseignée, les avortements sont tombés dans des proportions assez considérables. Alors, mettons plutôt l'accent sur le fait que la connaissance des rythmes biologiques de la fertilité féminine permet à la femme d'être en pleine possession de sa féminité et lui permet, quand elle est mariée,
de partager avec son mari cette nouvelle dimension de l'amour, cette communion qui permet une communion conjugale, la seule qui permette une communion conjugale, parce que la contraception arrête cette communion, n'est-ce pas? Mais c'est une connaissance qui est vraiment au service de la féminité et de l'amour conjugal. Voilà. D'accord, Angèle, on vous a bien compris, restez avec nous.